Au départ, le maire, en 2010, a été validé le projet sans délibération en poche et sans en avoir parlé à nous, les conseillers municipaux de l'époque. Il l'a caché et il nous a expliqué qu'en fait, la directrice de ce projet, cette dame qui travaille pour RTE, lui avait dit de surtout ne pas ébruiter l'affaire, car après, il risque d'avoir des levées de boucliers et que ça empêche ce projet de se faire. Du moins, ça le gênerait pas mal. Donc, ce qui est énorme, c'est que le sous-préfet a accepté cette validation de la part du maire, sans besoin de délibération, hein, aucune. Et voilà, nous étions embarqués maintenant avec ce projet sur le territoire, sans avoir pu donner notre avis, nous, en tant qu'habitants. Proposition de Ségolène Royal de maintenir 10 ans de plus nos centrales. L'industrie nucléaire qui contrôle l'État et non pas l'État qui contrôle l'industrie nucléaire en France. Flamanville, il y a une anomalie sur la cuve et sur le couvercle. Cette anomalie a été dissimulée. L'affaire Uramine, l'achat par Anne Lauvergeon, puisqu'à l'époque c'était elle qui était à la tête d'Areva. Alors la question que tout le monde se pose, où sont allés ces 2,5 milliards ? À qui a profité cette dépense ? Il y a monsieur Frick, qui est donc l'époux d'Anne Lauvergeon. À Areva, on l'a annoncé dans le journal licencié. Quel est le contexte de notre discussion ? C'est quand même le changement climatique. Je ne pense pas que le problème soit d'opposer les renouvelables au nucléaire. Non, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas ça, c'est le marché. Paris Mouratoglou, qui a construit une grande partie de sa fortune, plusieurs centaines de millions d'euros, sur les énergies renouvelables. Le groupe, c'est EDF Énergie Nouvelle, filiale d'EDF, avant de créer une holding financière au Luxembourg. J'invite d'abord tous les Français à regarder leur facture d'électricité. Regardez la dernière ligne, ça s'appelle la CSPE. C'est un impôt innommé, c'est contribution au service public de l'électricité. Et ça fait actuellement, disons, de 16 à 18% de notre facture. Il est prévu que ça va doubler, voire tripler dans les années à venir. Je vous rappelle qu'il y a 8 millions de personnes actuellement qui sont en précarité énergétique. Donc, si vous voulez, le système éolien, c'est très simple. On pompe de l'argent sur les factures d'électricité. C'est discret, c'est mieux qu'un impôt qu'on annonce. L'expression énergie verte, c'est un énorme coup de peinture
Et cet écran vert, qui est posé par l'espèce de propagande qu'il y a autour de l'énergie soi-disant renouvelable, il sert à cacher quelque chose. C'est ce qui se passe en amont, en fait, la construction des machines. Ce sont des machines que seules des très grandes industries peuvent fabriquer. Et leur mode de fabrication est similaire à n'importe quelle autre grosse machine industrielle géante, c'est-à-dire qu'il est polluant et qu'il exploite des personnes, naturellement. Alors, une éolienne, c'est une machine quand même assez complexe et qui contient des métaux, comme le cuivre, par exemple. Donc le cuivre, il en faut énormément pour une éolienne. Ça se compte en tonnes, après ça dépend de la machine, mais il en faut beaucoup. Le cuivre, il va être extrait dans des mines, en général en Amérique du Sud, dans des conditions absolument horribles, comme après toutes les mines. Ensuite, il lui faut du silicium. Donc le silicium normal ne suffit pas. Il est dopé dans des réacteurs de recherche nucléaire pour devenir du silicium irradié. Et ensuite, le plus embêtant dans toute cette machinerie, ce sont les terres rares. Pour une éolienne, il faut 600 kg de terres rares. Une éolienne de taille moyenne. Alors, les terres rares, c'est en fait un groupe d'une quinzaine de métaux, dont surtout les lanthanides sont utilisés dans l'aimant de l'éolienne. L'éolienne, c'est comme l'alternateur de la voiture, il y a un gros aimant, mais vraiment très gros. Et donc cet aimant a besoin des terres rares pour pouvoir transformer en électricité la rotation d'une pale par le vent. Alors ces terres rares, elles sont appelées comme ça, alors c'est pas parce qu'elles sont rares sur la Terre, c'est parce qu'en fait proportionnellement il va falloir excaver beaucoup pour pouvoir les extraire, elles sont difficiles à extraire. Il y a des sites, par exemple, en Malaisie, où les gens se sont révoltés dans des régions entières parce qu'ils tombaient tous malades à cause de l'extraction de la terre rare. Ensuite, une fois que ces terres rares sont extraites, il faut les retraiter. Elles sont amenées, alors notamment, la plus grosse usine mondiale de raffinage de terres rares, elle se trouve en Chine, en Mongolie inférieure, donc au nord de la Chine, dans une ville qui s'appelle Baotou et qui vit vraiment, entre autres, de l'extraction, du raffinage des terres rares. Et cette ville a été surnommée par la population de la région la ville du cancer. Voilà comment on fait les éoliennes, voilà comment des gens meurent pour qu'ensuite il y ait une propagande ici en Occident qui dise voilà une énergie verte, voilà l'avenir de l'écologie, c'est ça qu'ils nous vendent. C'est quelque chose qui tue des gens à l'autre bout de la planète et d'une manière atroce, mais miraculeusement ça passe les frontières et ça devient écologique. Saviez-vous qu'en France, il était possible de se fournir en électricité 100% verte? En électricité 100% renouvelable? On a essayé de faire avec des gens de la Massad une enquête sur qui étaient les promoteurs en Aveyron. On trouve beaucoup de sites internet très, très jolis, très verts, où ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils sont de la région et que c'est une entreprise familiale. En général, c'est les deux choses sur lesquelles ils insistent. On a commencé à comprendre qu'en fait, derrière chaque entreprise, un petit peu avec un nom sympathique qui était soi-disant local et familial, se cachait une espèce de trame très complexe de divers investisseurs qui, plus ou moins tous,
sont des entreprises polluantes aidées par des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien faire les éoliennes sous leur nom premier, les éoliennes de Caterpillar ou de Total ou d'Areva ou de même Coca-Cola, ils investissent dans l'éolien. En fait, évidemment, c'est un choix stratégique et politique de préférer s'appeler Saméol Sud-Ouest plutôt que Caterpillar qui renvoie à une image très négative avec des gens qui meurent dans les mines et des moteurs diesel. On a compris que la vérité devait être ailleurs, finalement, et que le lien de ces petites entreprises d'éoliennes avec des grands groupes pollueurs de la pétrochimie, du nucléaire, de la mine, etc., était un peu la clé de compréhension de toute cette complexité, et qu'en fait, ils investissaient dans l'éolien pour obtenir des crédits carbone. Si on veut, la logique des crédits carbone, c'est de faire croire que si tu émets trop de gaz à effet de serre, à ce moment-là, tu vas être taxé. Pour donner un exemple, si ma société, Malherbe, avec ses camions, rejette, je vais dire chiffre au hasard évidemment, 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Par l'intermédiaire du protocole de Kyoto, il va lui être demandé de ne rejeter plus que 9 tonnes l'année prochaine. Et à partir de ce moment-là, elle a le choix. Soit elle réduit sa flotte de camions pour arriver aux 9 tonnes qui lui sont demandées, soit elle achète des crédits carbone pour compenser cette tonne qui est en trop par rapport à ce nouveau quota. Ce qui a été créé en même temps à la suite de Kyoto, c'est une bourse au carbone. Et donc ça crée une espèce de monnaie un petit peu virtuelle, un petit peu étrange. Il y a même plusieurs bourses concernant le carbone. Ces crédits carbone, ils peuvent les acheter, mais aussi ils peuvent les créer. Par exemple, en faisant un parc éolien ou un parc de panneaux solaires, ils gagnent des crédits carbone automatiquement. Donc évidemment, pour eux, il est beaucoup plus simple de monter une filiale, une société écran, et de produire eux-mêmes ces crédits carbone pour pouvoir continuer à polluer. Donc les éoliennes, par exemple, ça rapporte pas que des crédits carbone, ça rapporte aussi de l'argent, puisque l'électricité est vendue à un prix très très préférentiel à l'EDF français. Donc finalement, c'est plus du tout la logique du pollueur-payeur qu'on voudrait nous faire avaler, mais c'est le pollueur-payé. Donc plus ils polluent, plus ils doivent compenser, mais plus ils compensent, plus ils gagnent de l'argent. Donc évidemment, c'est une logique où non seulement ils ne cessent pas de polluer, mais même la pollution, d'une certaine manière, et cette compensation, ça les arrange. C'est un cercle vicieux qui est basé sur l'idée de compensation, qui était proposée avec le système des crédits carbone de Kyoto, mais qui va au-delà maintenant du simple CO2 et qui va absolument dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui se sont créées, qui vendent des actions. Alors, si une entreprise détruit une forêt, par exemple, où vivaient des chimpanzés, une forêt où il y avait des sources d'eau potable, eh bien, pour compenser, elle va acheter des actions chimpanzés et des actions sources d'eau potable. Et à ce moment-là, on considérera que c'est bon, elle a le droit de tout détruire, elle a le droit de polluer, elle a acheté des actions. Alors, ces actions, n'importe qui peut également en acheter, et en plus, on voudrait en vendre aux gens en leur disant que c'est une bonne action, en leur disant que grâce à ça, ils vont sauver la nature, que s'ils achètent des actions ours polaires, eh ben, ils vont aider l'association qui cherche à faire survivre les ours polaires. Donc c'est une logique qui est basée, comme toute l'économie actuelle, sur la rareté. C'est-à-dire une chose, plus elle est rare, plus elle vaut cher. Et toute cette marchandisation du vivant, elle devient une espèce d'idéologie, de philosophie actuellement, que certains appellent capitalisme vert, et qui envahit absolument tout l'existant, et qui omettent complètement que la vie, ça n'est pas l'économie. Si par exemple, ils nous disent ici, bon d'accord, vous êtes attaché à votre territoire, ça vous fait un petit peu de peine qu'il y ait des éoliennes, etc. Combien ?
dosages, on transforme des pylônes et des crédits carbone seront balayés bien loin de nos contrées. Allez, 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 allez. Aujourd'hui, c'est l'état d'urgence, tout le monde le sait, et toute réunion publique hors manifestation culturelle est interdite. Mais au total, si vous voulez, il y a 85 éoliennes dans le secteur qui vont être installées. Et c'est contre ça qu'on se bat, avec tous les collègues qui sont venus de Saint-Victor, qui eux ont un gros problème sur l'installation d'un super transformateur. Le critère de docilité des territoires est fortement mis en avant dans les critères de choix des régions, des investisseurs. Jean, au standard d'un jour en France. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Vous habitez dans l'Aveyron, à Vézin de Lévézou. On a même vu un jeune couple, il y a un projet de chambre d'hôte et de table d'hôte, qui en raison de l'installation de 29 éoliennes dans son entourage, et surtout ils avaient médiatisé leur combat, s'est vu racheter la maison par EDF Énergie Nouvelle, qui était le promoteur des 29 éoliennes, oui, qui leur a fait signer en même temps un document d'engagement de ne plus apparaître dans les médias. Toutes les études d'impact, tous les sondages dont on parlait tout à l'heure sont payés par les promoteurs. Et de ce fait, ils contrôlent les résultats qui, bien sûr, leur sont tous favorables. Ils nous ont montré des photomontages d'éoliennes pas plus hautes que les arbres, ils affichent qu'on ne les verra pas de tel amont, mais la réalité est autre. La commune de Saint-Victor et Melvieux est peuplée de 390 habitants. C'est une commune dans le sud d'Aveyron. Nous faisons partie du parc régional des Grands Cosses. Il existe déjà un transformateur à Melvieux et RTE va en implanter un second pour pouvoir faire transiter encore plus d'électricité. Il y a 14 lignes haute tension et très haute tension qui convergent vers le transformateur de Melvieux. C'est un mouvement de contestation et de lutte à la fois contre ce transformateur, mais aussi contre l'implantation d'éoliennes industrielles en pagaille dans toute l'Aveyron, dans le nord de l'Hérault et dans l'est du Tarn. Et en particulier donc sur le Vézou, effectivement, où il y a encore beaucoup de projets. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, lorsque la population a été mise au courant par 2 conseillers municipaux, il y a eu une pétition qui a été signée par 80% de la population, refusant l'implantation en l'état de ce poste de transformation. En 2014, lorsqu'il y avait les élections municipales, une grosse majorité des habitants a voté pour une nouvelle équipe qui, elle, se prononçait contre ce projet de transformateur. La première délibération du premier conseil municipal de la nouvelle équipe municipale a été votée à 9 fois contre le projet de transformateur et 2 abstentions. Donc toutes les délibérations qu'ils ont dans ce dossier, elles sont contre. Depuis le début, on peut dire. Il n'y a aucun moment une délibération qui est pour. On comprend qu'ils utilisent ce potentiel d'un peu de désert d'habitants et puis d'une hauteur comme ça, environ de 600 à 1000 mètres, pour ces parcs éoliens, et d'envoyer tout ça en s'additionnant sur les fils, sur les réseaux. Ce transfo, il est fait pour faire monter en tension l'électricité que les éoliennes vont produire, et pour porter cette tension à 400 000 volts. Pourquoi il y a besoin d'une tension aussi énorme ? C'est parce qu'en fait, cette électricité-là, elle est destinée à effectuer un très très long trajet en distance.
Et que l'électricité, elle est faite ainsi que quand elle circule dans des câbles, il y a de la déperdition. Donc la portée à 400 000 volts, c'est d'emblée dire que cette électricité-là, elle ne va pas être consommée localement. Et donc le réseau, il est transcontinental dans le sens qu'il part depuis la Finlande, qui traverse la France, qui descend jusqu'à l'Espagne et qui va rejoindre le Maroc, sûrement à côté. Et en plus, il traverse aussi, puis il descend, il part dans les pays de l'Est, il descend l'Italie, la Grèce, Chypre, il rejoint Israël. Et nous, notre ligne, elle fait partie de ce grand bazar, mais elle n'est pas anodine. Je suis Marie-Claire Conne. Je suis là dans un de mes champs, au lieu dit La Plaine, commune de Saint-Victor-et-Melvieux, commune où je suis née et où je n'ai pas cessé de venir toute ma vie. Et voilà que ces champs sont convoités par RTE qui veuille installer ce méga transformateur Sud-Aveyron. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord pour le leur vendre. C'est des terres qui sont dans ma famille depuis plusieurs générations. Mes grands-parents, mes parents les ont travaillées. Ils ont défriché, ils ont fourni beaucoup d'énergie et moi je suis très attachée à ces terres, non pas pour une valeur marchande, mais pour une valeur sentimentale. Et donc je refuse de vendre mes terres à RTE depuis le début, depuis la première fois qu'ils sont venus me contacter. En plus, ils sont pas toujours très coopérants pour négocier. Ils sont rentrés pour faire des travaux dans les terres, alors que je n'avais pas donné de permission. Ils ont donc demandé un arrêté préfectoral. Et voilà, j'ai voulu les arrêter et ça m'a conduite tout droit au tribunal. Et je suis condamnée à respecter l'arrêté sous peine d'une astreinte, une somme assez importante. Alors depuis le mois de décembre, une équipe de jeunes sont venus s'installer sur cette terre et ont décidé d'y construire une cabane qu'on appelle la massade, c'est-à-dire l'assemblée en occitan. Ils ont redynamisé un petit peu la lutte avec l'association Plateau Survolté. Et ils ont construit cette cabane avec beaucoup d'amour, de camaraderie, d'application. Tous les corps de métier ont aidé. Il y a eu beaucoup d'entraide. Je trouve qu'ils vivent là une belle chose. De construire ensemble, de vivre ensemble. Je pense. Quand même, ouais. Si on peut le tourner. Hein. Ce projet nous impacte directement. Ce sont parmi les plus belles terres que nous possédons. Et au niveau d'autonomie fourragère de notre troupeau, c'est des terres qui nous sont vraiment essentielles. 5 hectares, c'est vraiment pas négligeable. RTE ne nous a laissé aucun choix. C'est ces terres-là qu'ils ont décidé de prendre. Le projet a changé plusieurs fois. Et là, on est sur une version définitive. Et la population et les propriétaires n'ont rien à dire. Et cette idée-là de construire une cabane, de construire un lieu sur l'emplacement même du transformateur est devenue une évidence. On s'est de suite dit que c'était une bonne idée de montrer que ce lieu-là nous appartenait, qu'on y tenait et qu'il y avait moyen de faire quelque chose de bien mieux qu'un transformateur à cet endroit-là. Tu détruis, elle construit. Tu détruis, puis elle construit. Elle vit de joie, de rêve pardi. Elle vit de joie, de rêve pardi. Une machine de guerre nomade, la massade. Une vraie machine de guerre nomade. Bientôt s'en construiront partout. Bientôt s'en construiront partout. Comme les projets. On
plus nombreux chaque jour. Arrache et que ça clignote autour, arrache et que ça clignote autour. Mais on a trouvé la parade, la massade, mais on a trouvé la parade. Sur la plaine, y a un peu trop de vent. Sur la plaine, y a un peu trop de vent. Des lignes THT, mais pourtant. Des lignes THT, mais pourtant. C'est sur cette terre qu'elle parade, la massade. C'est sur cette terre qu'elle parade. On cloue les pannes et les palettes. On cloue les pannes et les palettes. Pour qu'elle monte vite la cabanette. Pour qu'elle monte vite la cabanette. Contre les projets complètement fous. C'est la meilleure des barricades. La massade, c'est la meilleure des barricades. En tant que maire, je veux pas qu'on me reproche dans quelques années que nous avons laissé faire n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. Comprenez donc la position des habitants de ma commune. Ils ont beaucoup donné pour EDF et feront tout pour que le poste ne se construise pas. Car, nouvelle ligne, nouveaux pylônes, etc., nouvelle pollution. Je vous demande de comprendre et donc de ne pas nous imposer ce projet gigantesque. Il est encore temps. Vous avez pris la population de Saint-Victor pour un créer. Vous n'avez jamais fait de réunion publique. Et ça, je trouve inadmissible. C'était 18h, je n'ai pas fait attention. Il était dans son jardin, on était sous la ligne très haute tension. J'ai un pacemaker. On a discuté demi-heure. Au bout de demi-heure, je suis rentrée dans Araïre. J'ai dit à mon mari et à ma belle-mère, je ne me sens pas bien. Dimanche, nous sommes allés en Afrique, j'ai eu un début de malaise. Et dans la nuit de lundi à mardi, elle m'a pris une urgence centrafricaine. Donc, il a été bien noté que j'étais pas bien depuis samedi soir que j'avais parlé, qu'on était resté demi-heure sous la ligne de très haute tension. Et apparemment, ça me décharge chaque fois que je reste un petit peu sous la ligne de très haute tension, que je ne fais pas attention, mon pacemaker est déchargé. Donc là, j'ai rendez-vous à l'hôpital de Rodez mardi par rapport à mon pacemaker, par rapport à ce dérèglement. Donc, je souhaitais dire ceci ce soir, à la suite de ce qu'a dit monsieur. Vous avez un niveau de champ magnétique avec des appareils électroménagers qui est supérieur aux lignes. On va le voir. Mais là, on discute sur un. Votre argument sur les appareils ménagers. La différence entre vivre à côté ou sous une ligne pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et puis allumer de temps en temps son appareil électroménager pour presser un citron ou je ne sais quoi. Ouais, vous ne pouvez pas comparer ça. Et à chaque fois, c'est d'ailleurs c'est les petits fascicules que distribue RTE aux maires, Association des maires de France. C'est sans arrêt. C'est bien la valeur. La valeur et puis aussi. Mais c'est l'OTAN d'exposition. L'OTAN d'exposition est énorme. Et ben, donc ça, c'est de la désinformation. Les gens, ils s'habillent avec des costumes de squelettes, ils vont se mettre sous les lignes, et voilà, ils disent voilà, c'est dangereux et on va mourir. Bon, c'est pas sérieux. Si c'est ça, non, on n'a pas fait ça, on s'est pas habillé avec des costumes de squelettes. Non, mais je l'ai eu sur d'autres projets, je sais bien comment fonctionnent les associations. Attention, hein. Je suis quand même, c'est quand même. Non, mais parce que. Eh bien oui, mais c'est pas dangereux, c'est un phénomène physique. C'est pas dangereux, parce que ça m'a dit sous la ligne, ce qui m'est arrivé sous la ligne, que ça m'a déchargé un pacemaker 48 heures après j'étais à l'hôpital. Donc il y a bien un danger quand même. Non, pas forcément. Ah, mais pour vous, c'est pas un danger. De toute façon, le jour où vous viendrez prendre les lignes, je peux vous dire, je serai devant à mourir sous les lignes de très haute tension ou devant un engin que vous aurez programmé, je serai devant, je vous le dis, monsieur Perret. Si, monsieur Perret, si. S'il n'y a que des choses comme ça pour faire bouger un petit peu, si, monsieur Perret, vous ne rentrerez pas dans notre champ, je vous le dis. Exactement. Vous aussi, vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien d'éoliennes vont être construites, hein? Vous n'en savez rien. On ne le sait pas, mais si les 254 projets ils aboutissent, actuellement, il y a d'autres projets, un tas de projets qui sont en cours au niveau de chaque communauté de communes. Je suis à la commission énergie en tant que membre du comité syndical, donc je suis au courant du parc. Donc si tous ces projets aboutissent, on va arriver effectivement à 800 comme cela a été indiqué. Voilà. C'est-à-dire que l'émission est ça sera une partie de l'Hérault, une partie de ça sera catastrophique parce que les 250 qui sont au tribunal, si les projets sont menés, aboutissent, pour le moment on fait comme s'ils n'aboutiront pas. Mais s'ils aboutissent, effectivement, ça fera énorme. Et c'est pour ça, bien entendu, que votre projet de transfo
avait besoin. D'une part. D'une part. D'autre Plus part, le reste. il a été décidé avant le programme de renforcement de production d'énergie renouvelable. Oh non, c'était marqué là. Quand on dit qu'on a fait un Non, plan mais budget, on nous a dit que toujours que c'était pour les C'est éoliennes. marqué dans le dossier que vous avez présenté aux élus. C'est le dossier qui a permis à des élus de prendre leurs décisions. Alors il y avait différentes propositions stratégiques, comme vous dites, et c'était marqué directement dans les premières pages que dans un contexte national et européen d'orientation de la politique énergétique en faveur du développement des énergies renouvelables, entre autres hydraulique, solaire, éolien, la vocation de production d'électricité de la région se retrouve renforcée. Oui. Et RTE était sollicité par des producteurs d'énergie renouvelable, majoritairement éoliennes, pour le raccordement de 650 MW, qui s'ajoute à la production actuellement en service. Donc dès 2009, vous le dites, vous le présentez dans ce dossier qui sert qui servait un peu aux élus pour se décider en la faveur de ce projet transformateur. Et maintenant, vous nous dites que le besoin de renforcement du réseau dans le sud du Massif central est justifié par un double enjeu. Évacuer la production actuelle et future d'énergie renouvelable, pareil, solaire et éolien. Oui, mais ça, vous le dites dans toutes les... Pourquoi vous ne dites pas, c'est marqué. La commune est contre le projet. Pourquoi vous venez encore aujourd'hui? Ben parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus rien. Les ouvrages d'utilité publique, vous bénéficiez d'un certain nombre d'ouvrages d'utilité publique. Ben parce qu'on ne ferait plus rien, si simplement parce que les gens sont contre. Mais prenez compte de nos avis et de la situation. En raison du caractère sensible de l'ordre du jour et pour la sérénité des débats. Donc je vais vous demander, en fait, de voter pour ceux qui le souhaitent ou contre le huis clos. Quels sont ceux qui sont d'avis d'adopter le huis clos? « 22 qui sont pour le huis clos, 23. Est-ce que durant le huis clos, on ne pourrait pas être 3 ou 4 délégués et recevoir justement une petite délégation? Attends, c'est quand même quelque chose que j'ai prévu. Donc, ce que je demande à ceux qui souhaitaient participer, donc ça veut dire qu'il est adopté, enfin, quels sont ceux qui sont contre le huis clos? 2 personnes. Quels sont ceux qui s'abstiennent? 1 personne. Donc voilà. Donc je vous demande, si vous le voulez bien, de sortir et nous allons poursuivre notre séance à huis clos et je vous remercie. Bon, je vais m'exprimer pour plateau survolté. On n'est pas d'accord, mais on voulait assister au débat en silence. On assistait au débat en silence, c'est tout. Ça aurait permis la sérénité. Je vous en prie, madame, vous sortez immédiatement. Vous sortez immédiatement. Je vous sors moi-même, vous avez compris? Dégagez. Merci pour cette belle leçon de démocratie. C'est justement la démocratie, c'est la loi, monsieur. Ouais. Représentative. Ils peuvent toujours rêver, on va leur enterrer dans 10 000 ans. Les relais ne tourneront pas dans 10 000 ans. Les relais ne tourneront pas. Un transformateur, ils peuvent toujours rêver. Leur IPHP, on va leur enterrer. On peut essayer de faire quelque chose, même si
c'est assez désespérant de voir qu'on n'est pas grand-chose face à ces industriels, face à cette politique-là. Et que dans 25 ans, on se réveille avec autour de nous, on est farci d'éoliennes, qu'on a un gros transformateur à Saint-Victor, et qu'à l'époque, on n'a rien fait. De ce sentiment d'avoir pu faire quelque chose, mais qu'on ne l'avait pas fait, j'aurais pas pu le vivre, quoi. Donc la Massade ressemble, si on veut, à ce que les notaves du Val Souza ont appelé les présidiaux. On pourrait traduire ça de plein de manières différentes, à la fois présence, fortin, position, attention à ce qui est en train de se passer. Au grand danger d'une région saccagée, qui nous passe la pommade, on construit la Massade, on veut pas ton projet, voilà père fâché. Avec Victor et puis avec les gens de Plateau Survolté également, je pense qu'on a tous dans l'idée de résister parce qu'il n'y a pas de négociation possible en fait. Soit ils font le transfo, soit ils le font pas. Et nous, on dit qu'ils le feront pas. Et on s'est trouvé voilà, ce sens commun-là qui est une chose rare en fait. Tous les collègues agriculteurs du coin qui soutiennent pas ce qu'on fait, ça fait mal, il y a rien d'autre à dire. Des personnes que l'on fréquentait régulièrement dans le village qui nous soutiennent pas non plus et qui nous parlent plus. On sortait d'un contexte d'expulsion de la ZAD du Testé et donc ça a été difficile à accepter par beaucoup de monde qu'on fasse une ZAD parce que c'est le mot qui était ressorti au début, quoi. Et les gens avaient peur. La peur, ça a failli foutre tout en l'air, quoi. Au début, les gens avaient vraiment peur, quoi.
Bonjour. Normalement, cette partie de chemin, c'est un chemin privé. Du coup, vraiment, vous devez vous tenir sur le chemin communal. On avait vu ça avec le chef de la Truc des Saint-Rome là. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'était sur là-haut, ça va, normal, c'est communal, mais ici, non quoi. Voilà. D'accord. Du coup, vous pouvez faire demi-tour. Ah oui? Ah, carrément. Tieni la mente, lo dio di sta terra si chiama serpente, un serpente vero, ha studiato le colori e si è tinto di nero. De nero si è tinto le pene della terra sul suo labirinto. E se un fuoco, se tu ma di giorno e di notte dura poco. Non si perde mai, l'occhio non li chiude e sapete a trovare. A guascire le pene su pene e poi c'è solo mare. Mare benedetto, mare maledetto, a fiate che ride, a fiate che cide. Come un cane, e la serpeniura balla pessimale. Lo ballo della serpe, che balla sulla fossa, che balla sulla l'ossa. Lo ballo della serpe, che balla sulla sorte, che balla sulla morte. Façon d'aborder le monde et cette façon d'aborder les territoires comme si c'était une vaste matière première qui demandait juste à être exploitée quoi. Mais que ce soit le territoire avec tous les habitants qui la peuplent, on n'est pas de la matière première quoi. Et on n'est pas exploitable, c'est pas possible. Et à mon sens, se battre contre l'implantation d'éoliennes et l'implantation du transformateur, c'est dire bah non, vous ne nous réduirez pas à un simple stade de matière première, de marchandises ou même de chiffres en fait qu'il faudrait mettre en équivalence pour générer du profit avec je sais pas quelle abstraction économique. Une dimension existentielle quoi. C'est aussi ne pas baisser la tête quoi. La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. La danse des bombes garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons, amis dansons, amis chantons, amis dansons.
là pendant longtemps. Allez, zou, comme à la campagne. C'est pour nous. Alors, tu C'est difficile parce qu'il y a une plus grosse tête que moi. On va me le dire, C'est pas loin. Allez, madame, putain, il charge. Mais pourquoi il charge? C'est parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ça nous a apporté plus d'écoute, je dirais, la Massad. Et puis, relation avec d'autres associations. Puis je pense que au niveau de la commune, on n'est pas... on ne pourrait pas s'en sortir sans la Massad. C'est mon avis personnel. C'est donc au cours d'une assemblée générale un samedi après-midi à la Massad que Marie-Bénédicte a proposé de vendre une partie du terrain qu'elle possède, qui encadre en gros la cabane. Au cours de nos réflexions, on en est arrivé à prendre la décision de faire une indivision puisque c'était à la fois le plus simple pour intégrer beaucoup de personnes et à la fois ce qui rendait complexe au maximum le processus d'expulsion. L'indivision, ça consiste en fait que tous les propriétaires qui achèteraient une part se retrouveraient à égalité face à RTE et surtout RTE serait dans l'obligation de les contacter un à un. Ce qui n'est pas le cas avec un GFA où ils auraient juste à contacter la structure globale. Et en 2 semaines, nous avons eu à peu près 500 personnes qui nous ont répondu, ce qui était assez incroyable parce qu'on était débordés par les courriers dans les boîtes aux lettres et c'était assez marrant. J'ai besoin de Janvier 1978. Depuis 1974 que nous avons appris qu'il y avait une centrale de prévue à Plogoff, nous n'avons cessé de protester contre. En 1975, le conseil municipal avait pris une délibération. Nous avons toujours dit à monsieur le préfet que nous étions contre. Donc il était normal que nous fermions la mairie à l'enquête d'utilité publique. Le conseil municipal et la population regroupée en comité de défense l'ont fait spontanément et sans concertation, je crois. C'est logique, nous n'en voulons pas. Nous savons de toute façon que ces enquêtes, on n'en tient pas compte. Et nous sommes toujours aperçus que l'avis des populations n'a jamais été pris en compte. Par exemple, à Flamanville, les travaux ont commencé avant que le décret d'utilité publique soit signé par les pouvoirs publics. À Brault-Saint-Louis, scénario différent, les gens ont joué le jeu de l'enquête d'utilité publique, ils se sont dit ce n'est pas possible, nous sommes contre, nous allons donc le dire et on tiendra compte de notre avis. Ils ont joué le jeu, ils ont été signés, il y a eu des milliers de signatures qui ont été recueillis, population locale, etc. Et on voit où on en est à Brault-Saint-Louis, les travaux sont en cours. On a rencontré des personnes qui luttent partout en France contre des projets inutiles qui leur sont imposés. Et donc il y a cette notion-là de se réapproprier les lieux dans lesquels on évolue, les lieux dans lesquels on vit. On est là, nous, à notre échelle, pour dire stop, on n'en veut plus. Et ces projets inutiles n'auront pas lieu sans notre accord. Et arrêter d'imposer ces projets-là, quoi. Enfant, on avait l'habitude d'aller jouer dans les forêts, dans les bois, faire des cabanes. Et du jour au lendemain, il y a eu un parc éolien qui s'est installé en lisière de champs. Des éoliennes beaucoup plus grandes qu'ici, de 120 mètres de haut. Du jour au lendemain, on n'a plus fait de cabane. On n'a plus été jouer dans les bois. Et il y a tout un imaginaire aussi qui a été comme marqué, quoi, hein. C'est quand même une forme de violence sur la perception qu'on a des choses. On ne voit plus de la même manière les lieux où on vit.
avant et après ce genre d'installation, ce genre de colonisation. L'endroit où on vit, c'est aussi l'endroit qui nous permet d'imaginer. L'imaginaire des hommes, c'est toujours forgé sur ce que ses yeux percevaient d'abord. Quand on essaye d'imaginer comment on va penser avec les éoliennes, on ne pensera plus qu'on habite dans telle vallée, derrière telle crête, sur telle plaine, sur tel plateau. Quand il n'y aura plus d'oiseaux, quand on sera dans ce paysage industriel, on va se donner rendez-vous au 3e mât à gauche, ou peut-être derrière le transfo. Donc c'est pas seulement une question de paysage, c'est une question que on est un petit peu en lien quand même encore avec ce qui nous entoure, en lien réciproque. Et tout ça, ça modifie des choses profondément. D'habiter un endroit, d'habiter un lieu, c'est absolument l'opposé ou l'ennemi de vouloir gouverner, vouloir aménager, vouloir mettre à plat ce territoire comme on peut mettre à plat une carte, un plan sur lequel on viendra disposer là un parc éolien, là une centrale à biomasse, là une ligne THT qui traversera, qui défigurera tout le territoire. Et on a été voir dans le texte de loi qui a été voté en juillet 2014 à l'Assemblée nationale, un texte validé par Manuel Valls et Ségolène Royal. C'est un texte de 60 pages qui n'est pas très intéressant, à part qu'il y a un endroit où vraiment il y a la notion vraiment de transition énergétique qui est expliquée. Et pour expliquer cette idée-là, en fait, le gouvernement a pompé quasiment intégralement le passage à un auteur américain qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui est un économiste, prospectiviste, à la tête de différents think tanks, comme on dit, et qui pense ce qu'il appelle la troisième révolution industrielle. En gros, ça serait quoi la troisième révolution industrielle? C'est la fusion entre les technologies d'information, Internet, etc., et les nouvelles formes d'énergie renouvelables, éolien, solaire, biomasse, etc. Dans les années 50, Norbert Wiener, qui était un des pères fondateurs de ce qu'on a appelé la science cybernétique, c'est-à-dire la science du contrôle des machines, mais aussi du contrôle des humains. Et il disait, la solution à cette forme décentralisée de production d'énergie, c'est la cybernétique. En l'occurrence, la communication d'une machine à une autre. Aujourd'hui, c'est exactement pareil avec un champ éolien. Par exemple, on sait que la compagnie Vestas travaille avec IBM pour créer des éoliennes qui communiquent en temps réel, quasiment toutes les 15 minutes, sur la position du vent. Et donc, elles se réorientent de manière automatique avec toutes les données météo mises en place. C'est de dire
que le corps social est complètement irrigué par les flux d'informations, comme s'il était irrigué par le flux sanguin, qu'il est complètement nervé, comme le corps humain, par les réseaux informatiques. C'est déjà les Saint-Simoniens qui ont eu cette idée de réseau organique, donc qui intégrerait l'idée à la fois du corps de l'homme, du corps social, et l'idée du corps du territoire. Donc chaque territoire a sa fonction particulière dans un ensemble plus vaste de production, toujours une production économique. Et du coup, finalement, c'est ça, la décentralisation, c'est comment capturer un territoire à travers une plus-value finalement, que ce soit produire du paysage pour les touristes, les parcs nationaux, les parcs régionaux, ou produire, et parfois au même endroit, on peut voir ce qui se passe dans les Cévennes avec le projet EON, c'est un parc national, naturel, et possiblement une zone de gisement de biomasse. C'est tout à fait, on peut lier les deux. Ici c'est un parc régional, pourtant on va bientôt se faire coloniser par des milliers d'éoliennes. Donc le territoire devient le lieu même, l'enjeu même de la production économique qui est liée à cette forme d'énergie renouvelable. L'idée, c'est de ne plus produire de l'énergie à partir de grands centres de production, comme c'est encore le cas aujourd'hui à travers le nucléaire, mais de dispatcher, diffuser complètement cette production, tout en l'intégrant à un réseau intelligent, ou smart grid en anglais, qui n'est finalement qu'un réseau économique plus performant. On le sait avec le compteur Linky qui va être imposé, qu'on le veuille ou non, à chaque ménage français. L'idée, c'est de capter au plus près de la consommation, même jusqu'à la chambre où tel appareil intelligent, lui aussi, serait connecté au réseau, et donc de créer une forme finalement de contrôle à la fois des consommations et de la production énergétique qui serait un contrôle total, en temps réel. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont besoin de forces de calcul mathématiques énormes, d'ailleurs aussi de centres, comme on dit, big data, donc de centres de stockage d'informations énormes, pour pouvoir intégrer toute cette masse d'informations, toute cette masse de calculs à leur plan de gestion. Et donc au final, on se rend compte que ce maillage totalement diffus de la production d'informations et de la production d'énergie rend compte d'un plan qui est tout aussi centralisé. On n'est pas dans une forme de décentralisation qui serait proche de l'autonomie des personnes, mais chaque point du réseau, chaque point de contrôle, finalement, est un renvoi à un pouvoir qui reste un pouvoir centralisé, qui est celui du plan, qui est celui établi par des ingénieurs, qui est celui établi par le marché, celui établi par des économistes. Et donc, toute l'armada des infrastructures qui nous tombent dessus dans nos territoires particuliers, et toute l'armada, toute la propagande que chacun peut subir chaque jour, eh bien, elle révèle de ça, elle révèle d'une nouvelle forme de stratégie économique, que ce soit en France, en Europe ou au niveau mondial, pour non seulement se donner une image verte auprès du public et se redonner une forme de légitimité, mais aussi d'asseoir mieux une forme de domination, une forme de colonisation au plus près, finalement, des capteurs que sont devenus les consommateurs.
Le secret, c'est de bien les sécher. Après,